Bonjour à tous. Moi, à la base, en vrai, je voulais juste venir vous parler de Jay-Z, parce que je suis un grand fan. Mais comme c'est un event tech, j'ai rajouté un tout petit peu de signaux, un tout petit peu de maths et de physique, et j'ai fini par cloner Shazam. Shazam, pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, c'est l'application sur votre smartphone. Vous êtes posé dans votre canapé, vous regardez une série Netflix, il y a un bon son qui passe, vous vous dites qu'est-ce que c'est, vous lancez Shazam, et là, super impressionnant, en une demi-seconde, il vous dit c'est Eminem, c'est 50 Cent, c'est un tel. Et moi, j'ai toujours trouvé ça super, super impressionnant. Et je me suis toujours dit, bah, en fait, ouais, Shazam, comment ça marche? Bon, donc je suis dev, je me suis dit, bon, bah, à un moment, on doit récupérer un son, il doit y avoir une base de données quelque part, on doit comparer des trucs entre eux et on doit dire, bah, c'est 50 Cent. Pas super compliqué, je devrais me débrouiller. Je regarde sur Internet et il y a un article scientifique de Avery Wang, qui est une des cofondatrices de Shazam. Donc c'est un article scientifique qui explique exactement comment l'algorithme fonctionne. Donc moi, en tant que dev, je me dis, bah facile, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre, essayer de calquer et de recopier. Spoiler, je ne sais pas lire d'articles scientifiques. C'est super compliqué. C'est plein de formalismes que j'ai pas. C'est plein de formules mathématiques que j'ai pas. C'est super académique. C'est pas mon environnement. Par contre, il y a des graphes, et il y a des images, et ça, je sais comprendre. Et donc, je vais vous montrer à peu près comment, ce que j'ai pu en tirer de cet article scientifique et comment j'ai réussi à cloner Shazam, et on va passer de la musique tout à l'heure. Donc, de manière macro, super macro, comment est-ce que ça fonctionne? Forcément, on a un son dans la vraie vie. Donc là, quand je vous parle, quand vous entendez n'importe quoi dans la vraie vie, c'est du son analogique. Dès que ça arrive sur un disque dur, donc téléphone, n'importe quoi, c'est qu'il a été samplé. On l'a enregistré, on l'a samplé. Dès qu'on a un fichier .mp3 quelque part, c'est qu'il a été samplé et enregistré. On va faire un truc qui s'appelle de l'extraction de fréquence. Donc forcément, vous vous doutez bien que le gros du taf, il va être dans extraction de fréquence. On va en parler. Et on va essayer de fingerprinter les chansons. On va essayer de fingerprinter nos fichiers MP3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre une base de données de 1000 chansons, donc 1000 MP3, la compile de Michael Jackson, ce que vous voulez, et on va en créer 1000 empreintes. Et une fois qu'on a créé ces 1000 empreintes-là, on va les mettre dans une base de données, on va les laisser vivre leur vie. Et le jour où je suis sur Netflix, j'entends un passage d'une des chansons de Michael Jackson, j'enregistre 5 secondes. Ces 5 secondes vont faire le même chemin que ce que j'ai fait avec ma base de données, donc sampling, extraction de fréquence, fingerprinting. Et au lieu de le stocker en BDD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un algo de comparaison pour essayer de trouver ça. Mais bon, juste avant de parler de tout ça, on va faire un tout petit peu de physique. Donc le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est juste des molécules d'air qui se tapent entre elles, et en fait, qui font bouger leur copain d'à côté, qui font bouger le copain d'à côté, qui font bouger le copain d'à côté. Et en fait, ça crée une vague. C'est pour ça qu'en fait, quand on représente du son de manière générale dans la vie, on l'a toujours, enfin ce que vous avez vu au collège ou au lycée, c'est des sinusoïdales comme ça, qui représentent le son. Ce qui m'intéresse, moi, dans un signal, donc un signal sonore, il y a deux trucs qui m'intéressent. Il y a la fréquence, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est aigu, donc ça se mesure en hertz, et il y a l'amplitude, donc qui est le volume, est-ce que ça fait mal aux oreilles, est-ce que ça fait pas mal aux oreilles. Simple. Donc c'est les deux trucs qui m'intéressent. Les humains, on est capable d'entendre du son très très grave, donc 20 Hz, c'est super bas, c'est super super grave, et on est capable d'entendre 20 000 Hz, donc 20 kHz, et donc c'est super aigu. Et donc ça, c'est ce qu'on est capable d'entendre, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, parce que à partir de 2000 Hz, c'est déjà super aigu, c'est super désagréable à l'oreille. J'en ai fait les frais pendant mes tests, c'est vraiment pas fun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fréquence, c'est juste une note musicale. Donc les musiciens, quand ils s'accordent entre eux, généralement, il y a le mec qui est bien accordé, qui joue généralement le La3, le La d'octave 3, et les autres s'accordent sur lui. Donc, il joue sur la guitare le La3, et les autres disent ah, je suis désaccordé, j'essaie de m'accorder par rapport à toi. Et du coup, si on essaie de calquer ce que je viens de vous dire sur de la musique, en fait, le La3, donc le La d'octave 3, c'est juste un signal de fréquence 440. C'est juste ça. Et du coup, c'est pareil pour toutes les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, dans toutes les octaves, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chacune des notes dans chacune des octaves correspond à une fréquence. Et c'est juste un chiffre, en Hertz. Donc le La 440, c'est le plus connu parce que les gens s'accordent dessus, c'est aussi la fréquence du téléphone à l'époque, quand ce n'était pas les smartphones. Et du coup, vous remarquerez assez rapidement que le La d'octave 2, c'est 220, le La d'octave 3, c'est 440, le La d'octave 4, c'est 880. On voit 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ça aura son importance juste après. Donc là, on a deux signaux. On a un signal de fréquence 5. Pourquoi 5? Parce que le pattern il se répète un certain nombre de fois pendant une seconde. Donc une fois sur 0,2 secondes, ça fait 5 Hz. C'est un signal plutôt grave. 5 Hz, donc non, plutôt aigu.
Et là, pareil, de l'autre côté, un autre signal, 1 sur 0,5, un signal de fréquence 2 Hz. Donc là, on a deux signaux, un de fréquence 5 pardon, et un de fréquence 2. Tout va bien. Le premier problème auquel on va se heurter, parce que j'ai envie de coder, j'ai envie de trouver comment trouver des fréquences et tout ça, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, on n'a pas des signaux comme ça super propres qui se baladent dans la vie de 5 Hz, de 6 Hz. On a des signaux, on a des sons qui sont composés de milliers et de milliers de signaux qui se stackent en fait. C'est des additions de notes, c'est des additions de signaux. Donc ça m'aide pas déjà. Et en plus, deuxième problème, on va en parler juste après, c'est qu'elles ne sont pas pures. Dans la vraie vie, quand je vous parle, quand vous jouez sur la guitare, ce n'est pas des belles sinusoïdales que vous voyez, c'est un peu plus dégueulasse. Donc, premier problème, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute ce signal-là avec ce signal-là? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Là, tout de suite, visuellement, déjà, moi, je ne suis pas capable de dire « Ah, bah là, facile, c'est un signal qui est composé de deux sous-signaux, un de fréquence 5 et un de fréquence 2. » Ça, déjà, pour moi, il faut un code qui va me faire ça. Donc, premier problème, comment faire de la décomposition de fréquences. On met ça de côté. Deuxième problème, c'est que les notes, elles ne sont pas pures. Typiquement, si sur un piano, je joue le La3, qui est la note, je le savais, je l'ai oublié, je ne sais plus laquelle sur la droite, ou sur la gauche, je ne sais même plus en vrai, le La3, donc le 440, ce qui va sortir et ce qu'on va entendre, c'est il y aura un signal dans lequel il y a ce qu'on appelle une fondamentale, et c'est en fait la note qui va le plus ressortir. C'est le signal qui va le plus ressortir. C'est logique, j'ai tapé sur la note La3, je m'attends à entendre le La3 super fort. Ok, donc il y aura un signal de 440 Hz avec une forte amplitude. Sauf que comme on est dans la vraie vie, à côté, il y a des harmoniques aussi qui se baladent. Les harmoniques, c'est quoi? C'est les correspondantes du La3, en fait, enfin du La, dans les autres octaves qui se baladent. Donc le 55 Hz, le 110 Hz, le 220 Hz. Et en fait, ils vont se balader aussi dans ce signal, dans le son que je vais entendre, à amplitude un peu moins élevée. Donc quand je joue cette note de piano, il y a le La3 super fort, et ces petits trucs parasites. Et quand je dis 55, c'est souvent 53, 54, 56, 110, dans la vraie vie, c'est pas 110, c'est 109, c'est 108. Et en fait, ces harmoniques, moi, je les appelle parasites parce que quand j'ai envie de faire un algo, j'ai envie de me retrouver avec des trucs qui sont significatifs et j'ai envie de me débarrasser de tout ce qui l'est pas. Mais en vrai, dans la vraie vie, les harmoniques, c'est ce qui fait qu'un son est un vrai son, c'est ce qui fait qu'une guitare est une guitare, c'est ce qui donne le timbre à un instrument. C'est ce qui fait que ça sonne bien, en fait, et que c'est harmonique, et que c'est harmonieux. Et ces trucs, ils sont décidés. Enfin, chaque instrument est unique. Hein. Il y a un instrument qui va mettre l'harmonique parasite 53 Hz, un peu plus fort. L'autre, c'est 56, l'autre, c'est 57. Qu'est-ce qui change ça? En fait, c'est des caractéristiques physiques. C'est la raideur de la corde, le bois, comment il est fait, la température dans la salle dans laquelle on joue. Voilà. Tout plein de choses qui font que le timbre d'un instrument, il est unique quand on le joue. Et c'est exactement pareil pour la voix aussi. Deux chanteurs qui font la même note, c'est pas totalement la même chose parce qu'ils ont un timbre de voix différent, parce qu'il y a des caractéristiques physiques différentes. Dans la vraie vie, ce qui se rapproche le plus d'une note propre, c'est le diapason. C'est ce que les musiciens utilisent aussi parfois pour s'accorder, et parfois dans un orchestre tout au fond qu'on n'écoute pas trop. Et typiquement ici, il y a le même signal qui est joué par trois trucs différents, le diapason, le saxophone et une clarinette. Et du coup, on voit bien que, ouais, c'est à peu près la même note qui est jouée, mais c'est quand même très différent. Mais ça se ressemble quand même un peu. Mais du coup, comment est-ce que moi je fais pour dire, en fait, je vais juste retrouver la fondamentale et pas les harmoniques? Moi, j'aimerais bien pouvoir travailler avec un seul signal, enfin, décomposer tous mes sous-signaux, et ne travailler qu'avec les fondamentales et pas les parasites. Et encore une fois, parasite, c'est pour moi dans mon algo, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est ce qui fait qu'un piano, c'est joli à l'oreille. Ok, deux problèmes. C'est ce que je viens de dire. Trouver les différentes fréquences qui forment un son et récupérer que les fondamentales et pas le reste. Là, il y a un beau gosse qui s'appelle Joseph Fourier. Joseph Fourier, c'est qui? C'est un mathématicien, c'est un physicien, c'est un archéologue. Il a été préfet à 25 ans, c'est un crack, trop fort. Et c'est le papa de la théorie du signal. Ça veut dire que si vous avez déjà fait du traitement d'image, de la compression de son ou d'image, c'est grâce à Joseph. Pas mal de taf dans la mécanique quantique. Ça, j'en sais trop rien, c'est Wikipédia qui me l'a dit. Et c'est super important pour la 3G et la 4G, parce que dans les antennes relais, ils jouent beaucoup avec la compression d'ondes, de signaux. Donc, bravo à Joseph. Et ce qu'il a fait, qui m'intéresse, dans tous ses travaux, c'est un truc qui est plutôt connu, c'est la transformée de Fourier. Je vous rassure, ça, je ne sais pas lire. Ça fait intégrale de moins l'infini à l'infini, de exponentielle, et après, je ne sais plus.
De toute façon, j'ai fait spé physique pour les loupes et les optiques, c'est sympa, pas pour faire des maths. Mais la transformée de Fourier, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire de la décomposition de fréquences. Elle va faire de l'analyse de spectre. Donc, si décomposition de fréquences, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit qu'on voulait faire tout à l'heure, c'est-à-dire, j'ai un signal avec tout plein de trucs dedans, j'aimerais bien qu'ils me disent ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, si je reprends un signal là, donc qui n'est pas très joli là sur la gauche, c'est un signal de fréquence 5, donc 5 Hz, et d'amplitude 6, donc il monte de haut en bas. Ce que fait la transformée de Fourier, c'est pas, elle va pas prendre mon signal et me le transformer en quelque chose, je ne sais pas pourquoi c'est appelé comme ça, en fait, elle va me donner une vision différente de mon signal. On va sortir d'une vision dans le temps de mon signal, donc mon signal il évolue dans le temps d'une certaine manière, et on va juste s'intéresser aux fréquences qu'il y a dans ce signal. Ça veut dire qu'une fois que je mets mon signal dans cette transformée de Fourier, ce qu'elle va dire, ma transformée, ça va dire, dans ton truc là que je ne comprends pas trop, le signal, je ne vois pas de signal de fréquence 0, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un signal de fréquence 1? Il n'y en a pas non plus dans ton truc. Signal de fréquence 3, il n'y en a pas. 4, il n'y en a pas. Sauf que 5, il va dire, ah oui, là-dedans, je détecte qu'il y a un signal de fréquence 5 qui compose ce signal. Bon, là, c'est le seul, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Et en plus, il me dit, il est à hauteur de fréquence 6, de amplitude 6, pardon. C'est un changement de vision de comment on voit notre signal. Pareil, même chose, un signal de fréquence 2, d'amplitude 4, il va me dire 0, il n'y en a pas là-dedans, 1, il n'y en a pas. Par contre, je détecte qu'il y a un signal de fréquence 2, d'amplitude 4, dans ton signal. Et là où ça devient vraiment magique, c'est que ça marche sur la somme des signaux. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ça, que moi, je n'arrive pas à lire, il va me dire 0, il n'y en a pas, 1, il n'y en a pas. Ah, par contre, dans ton charabia, là, il y a un truc de fréquence 2. Et en plus, il va me dire à amplitude 4. Exactement, 3, il n'y en a pas, 4, il n'y en a pas, 5, si, il y a un signal de fréquence 5 dans ton truc qui monte jusqu'à amplitude 6, 7 façon-là. Et techniquement, vu que c'est des maths, ça va comme ça jusqu'à l'infini. Il va me dire, non, il n'y a pas de fréquence 10, pas de fréquence 11, pas de fréquence 12. Et donc là, déjà, on arrive à voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire de la décomposition et dire, OK, j'arrive à prendre un signal et le décomposer en ses sous-composantes. Il y a un truc qui s'appelle aussi la transformée de Fourier inverse, qui prend ça et qui va dans l'autre sens. Et en vrai, c'est pas mal utilisé pour les filtres de fréquence dans tout plein de trucs, parce qu'imaginez ici qu'on a un signal qu'on n'aime pas trop dans notre son, donc un truc de fréquence 7 qui monte super fort en amplitude 20. Je n'aime pas trop ce signal. Ce que je fais, en fait, c'est que je prends ça, je squash la barre que j'aime pas, donc le fréquence 8, et je dis juste, transforme mon signal en autre chose. Recrée-moi le signal sans ce truc-là. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des filtres basse fréquence, haute fréquence. Et c'est aussi utilisé dans pas mal d'algorithmes de réduction de bruit dans les casques. Enfin, entre autres, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, c'est la théorie du truc. OK. Et comme je vous disais, ça ne prend pas un signal pour vous le transformer en quelque chose. Non, c'est une vision différente du signal. Ici, j'ai mon signal que moi, je n'arrive pas à lire. Sauf que grâce à la transformée de Fourier, j'arrive à voir que c'est 3 sous-signaux et je peux voir à quelle amplitude ils arrivent. Si c'est pas super clair, il y a une vidéo qui explique super bien comment la transformée fait ça, parce qu'en vrai c'est un petit peu magique, c'est des maths. Cette vidéo elle explique bien, elle explique tellement bien que du coup je l'ai récupérée parce que j'ai pas totalement compris comment ça marchait non plus, je vais pas vous mentir. La transformée de Fourier, je vous promets, c'est la dernière slide où on parle de plein de trucs de matheux, après c'est du code. Qu'est-ce que fait la transformée de Fourier? C'est qu'elle prend un signal, là on a un signal en haut qui est composé de 2 sous-signaux, un de 2 Hz et un de 3 Hz. Très bien. Ce que fait la transformée de Fourier, c'est, accrochez-vous, elle prend le signal et elle le fait tourner à une certaine vitesse autour d'un cercle trigonométrique. Comment est-ce qu'on prend un signal et on le fait tourner autour d'un cercle trigonométrique? Je ne sais pas. C'est comme ça, visiblement. Voilà. Et on le fait tourner à une certaine vitesse. Ici, vous voyez, on fait tourner notre signal à 0,27 cycles de ce signal autour du cercle trigonométrique. Et on va s'intéresser à un seul truc. Nous, on va s'intéresser au centre de gravité de la figure sur laquelle on fait tourner notre signal. Et on ne va même pas s'intéresser au centre de gravité, on va s'intéresser juste à la position X de centre de gravité. Donc si j'avance un petit peu, voilà, là on fait tourner notre signal et on mappe du coup cette position X, et vous voyez bien qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu du bordel, oui, forcément, on fait tourner notre signal, la position elle change parce qu'à gauche, ça varie, c'est un peu le chaos, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hop là, c'est reparti. On fait tourner, ok, 0,15 secondes, cycle, 1 cycle par seconde, il ne se passe toujours rien d'intéressant. Et en fait, il va se passer quelque chose d'assez magique lorsque, hop là,
pause. Lorsque la vitesse à laquelle je fais tourner mon signal autour de ce cercle trigonométrique-là, il correspond à une des fréquences qu'il y a dans mon signal. En fait, la position X de mon centre de gravité, elle se décale fortement sur la gauche, enfin sur la droite, ou n'importe où d'ailleurs. Et on voit qu'ici, il se passe quelque chose d'assez magique. Hop. OK, bizarre, on continue. 2,1, 2,2, 2,3, re du chaos, re du chaos, re du chaos, et hop, dès que ça se resynchronise, dans le sens où on tourne à la même vitesse que l'un des sous-signaux de mon signal principal, hop, mon centre de gravité, il se redécale. Et du coup, là, si on avance un tout petit peu, et que ça redevient du chaos, on reconnaît presque notre graphe en mode fréquence. Moi, je vois ça, je me dis, dans mon truc, là, en haut, il y a un signal de fréquence 2 et un signal de fréquence 3. Et en fait, la transformée de Fourier, mathématiquement, c'est comme ça qu'elle fait pour détecter les signaux. Et du coup, et faire tourner un signal, c'est comme ça. Bon, c'est joli, mais je n'ai pas compris exactement comment ça marche. Voilà. OK. Fini avec les maths. Enfin, pas trop. On va parler application. OK, donc moi, si j'arrive avec tout ça, je me dis, OK, la transformée de Fourier, clairement, ça va m'aider pour faire mon algo de Shazam. Premier problème, la transformée de Fourier, c'est très académique, c'est très mathématique. C'est dans le monde merveilleux des maths où tout est infini et les signaux n'ont pas de fin. Et c'est un signal continu. Moi, dès le moment où je suis sur mon Mac, c'est écrit sur un disque dur, c'est samplé, c'est recordé. Ça m'aide pas beaucoup. Comment est-ce que je fais ? Moi, je fais rien. Il y a des mecs super intelligents qui ont fait la DFT, la Discrete Fourier Transform. C'est la même chose que la transformée de Fourier, sauf que ça marche avec un signal qui a été samplé ou un signal qui a été un signal discret, en gros. On a samplé toute seconde des data points. Sauf que la Discrete Fourier Transform, j'ai utilisé, ça reste très académique. C'est juste, on est passé d'un signal continu à un signal discret, mais un, c'est pas très rapide. Deux, c'est super académique, c'est fait plus pour montrer comment ça marche, et c'est pas super applicable dans la vraie vie. Donc le problème, c'est que Shazam, c'est super rapide, et ce serait dommage de créer un Shazam qui prend 10 minutes pour me dire la chanson, quoi. Donc, comment est-ce que je fais ? Encore une fois, moi, je fais rien. Il y a des mecs super smart qui ont inventé la Fast Fourier Transform, qui est une implémentation ultra rapide de la Discrete Fourier Transform. Et en vrai, le passage de la Fourier Transform à la discrète et de la discrète à la fast, on est obligé de faire certains compromis. On va en parler à la fin avec la démo. Mais pour l'instant, voilà, on va utiliser la Fast Fourier Transform. Et pour les connaisseurs, j'ai utilisé l'algo de Cooley-Tukey. Je ne suis pas un connaisseur, mais j'ai utilisé cet algo-là. OK. Donc là, par contre, on a tout ce qu'il nous faut pour créer une empreinte d'un son. Ça devrait nous suffire. Qu'est-ce qu'on fait ? Si je prends un signal numérique, donc n'importe quoi qui a été samplé, généralement, au XXIe siècle, les sons qu'on a samplés, ils sont toujours samplés en 44 100 data points. Ils ont été samplés à 44,1 kHz. Donc là, je parle de kHz, c'est juste la fréquence à laquelle on a samplé quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le signal à l'intérieur. Et du coup, quand vous téléchargez un truc sur Emule à l'époque, ou si on est plus jeune, sur le net, c'est samplé en 4400, très souvent. OK, par seconde, 4400 data points par seconde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ce signal-là, et on va faire des petites boîtes de 4096 data points. Donc je vais prendre mon signal qui fait, s'il fait 1 seconde, il y en a 44 100. S'il fait 2 secondes, il y en a 88 200. Et je vais faire des petites boîtes de 4096, 4096, 4096, 4096. On va les chunker et on va faire plein de petites boîtes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup magique de FFT, donc de Fast Fourier Transform, sur chacun de ces petits blocs de 4096. Et en fait, là, on est en train de dire, dis-moi sur ce petit bloc de 4096, si on fait le ratio, le calcul, en vrai, ça va faire des petits blocs de 0,1 seconde à peu près. Si, par définition, si 1 seconde, il y a 44 100 data points, 4096, ça en fera 0,1, à peu près, 0,09 techniquement. Ce que ça va me donner, en fait, c'est que ça va me donner, pour chacun de ces petits morceaux-là, les signaux qui sont à l'intérieur, les fréquences et les amplitudes. Et en fait, ça s'appelle un spectrogramme. Il y a 3 informations sur ce truc-là. Là, c'est le spectrogramme de lettres à Élise. Il y a 3 informations. Il y a le temps, forcément. Il y a les fréquences. Et la couleur, c'est l'amplitude à laquelle cette fréquence apparaît. Et donc là, on reconnaît presque, je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de chanter lettres à Élise, parce que je ne suis pas bon, mais on voit presque les notes se dessiner de lettres à Élise ici. On voit qu'il y a à peu près, ça alterne entre 1300 et 1200 ici, et que plutôt tout le temps, il y a un truc un peu grave qui est entre 600 et 700 ici. Et ça apparaît fortement. Et forcément, si je vais dans les fréquences un peu plus aiguës de 1800, il n'y a rien, c'est plutôt bleu, c'est plutôt froid, il n'y a rien. Et donc,
Ici, on reconnaît presque une empreinte. Déjà, en arrivant sur ça, on se dit, bah là, j'arrive à représenter à quoi ressemble mon signal ou à quoi ressemble mon son. OK. Petit problème, il y a un petit peu trop d'informations pour moi ici. Si on me donne ça, moi, je ne sais pas quoi en faire. Il faut que je filtre, il faut que j'essaie d'affiner un petit peu ça pour en faire une empreinte. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des zones un peu arbitraires. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait ces zones arbitraires-là. Des zones de fréquence. Donc je vais dire, de 0 à 113, je vais appeler cette bande very low. Voilà, je la donne comme je veux, je fais ce que je veux. De 113 à 220, pareil, arbitrairement, j'ai dit que j'allais créer une zone de 110 à 220, et ainsi de suite. De 220 à 430, 430 à 866, et ainsi de suite. Et ce que je vais faire, c'est que pour chacune de ces bandes-là, je vais juste prendre la fréquence de plus haute amplitude, et je vais dire, c'est toi qui représente cette zone-là, pour ce chunk-là en question. Hein. On travaille toujours par chunk. Donc pour le chunk, bon là, les secondes ne font pas trop de sens, c'est ce que je vous ai dit juste avant, parce que c'est des chunks de 0 et 1 seconde. Mais pour le chunk qui est de là à là, dans la zone 0,113, le point qui est là, c'est lui qui est de plus forte amplitude, c'est lui le représentant de cette zone-là. Et on fait ça pour toutes les bandes de fréquences, pour tous les chunks. Et donc forcément, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour chaque chunk, on a généralement 6 fréquences, parce que j'ai 6 bandes, j'ai créé 6 zones. Dans ces 6 zones, il y a forcément un point qui est le plus fort, dans chacune de ces zones-là, de plus forte amplitude. Pas toujours, parfois avec des silences, mais ça, on en parlera juste après. Et du coup, je me dis, là, entre 0 et 113, le point qui est là, c'est lui qui a de plus forte amplitude. Dans la zone de juste après, c'est celui qui est là. Dans la zone de juste après, c'est celui qui est là. Et toujours, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai 6 zones. Et on fait ça pour tous les bouts de chunk. Et moi, là, en tant que dev, ça, déjà, ça brille un peu les yeux, parce que là, c'est manipulable, c'est comparable, c'est stockable, je peux en faire ce que je veux, je peux le mettre dans une base de données, dans un fichier, ce que je veux. Ça, c'est manipulable. Et donc là, juste ce qui reste à faire, c'est une fois que j'ai une empreinte de ce truc-là, ce qui me reste à faire, c'est juste un algo qui compare un petit peu entre mon son samplé, et, le son que j'enregistre quand je suis posé sur Netflix, et ma base de données. Exactement, voilà. Donc une fois que j'ai fait tout ce travail-là pour mes 1000 sons, pour mes 2000 sons, pour ce qu'on veut, c'est stocké en base de données comme on veut. Et moi, je suis reposé tranquille en train de regarder une série. Il y a un son qui passe. Je prends 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes de mon son qui a fait le même taf, tout ce qu'on vient de faire. Sauf qu'au lieu de le stocker, on va faire un algo de comparaison. OK, la comparaison. J'ai pas fait comme Shazam. L'algo de Shazam, il est plutôt balèze. Il est compliqué. J'ai essayé de le faire. Je me suis cassé la gueule. Et du coup, j'ai fait autre chose et ça a marché. Je vais vous expliquer quand même comment Shazam ils font. Shazam, jusqu'à maintenant, ils font exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils font une empreinte, vous reconnaissez, hein, c'est la même chose, ce que je vous ai expliqué là. Ils élisent des points, bon, plus que 6 sûrement. Ils élisent des points par zone. Et à partir de là, ils oublient un petit peu les zones d'ancrage et ils regardent, ils prennent du recul sur l'empreinte. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer des target zones. Donc c'est juste, là, on oublie un petit peu les fréquences. Ils vont juste créer des target zones de 5 à 8 points, je crois, ça varie un petit peu arbitrairement. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points dans la target zone. Ce que ces target zones, chacun de ces points va faire, en tant que groupe, ils vont élire un point d'ancrage, donc un anchor point, à l'extérieur de la zone. Pourquoi ils font ça, je vais vous expliquer. Et en fait, eux, ils ne vont pas stocker cette empreinte. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stocker pour chaque point, pour chaque target zone, la fréquence du point d'ancrage qui a été élu par la target zone, la fréquence du point en question sur laquelle on s'intéresse, et le delta temporel entre ces deux points-là. Donc si je m'intéresse à celui-là, là, à ce point par exemple, je vais stocker sa fréquence à lui, la fréquence de sa target zone, et je vais stocker la distance temporelle, le temps, le delta, entre ces deux fréquences-là, entre ces deux points-là, pardon. Et ce que ça fait, en fait, ils font tout ça juste en fait, pour être scalable et que ce soit super rapide quand ils comparent, parce qu'ils ont des milliards, je pense, même de sons en base de données. Et en fait, ils ne peuvent pas se permettre de faire de la comparaison comme moi je vais faire. Et en fait, eux, ils ne cherchent pas vraiment genre une note à gauche et une note à droite qui se ressemblent. Ils cherchent 2 notes à gauche et 2 notes à droite qui sont les mêmes et qui sont séparées par le même delta temporel. Et ça, pour plein de raisons, en termes de scalabilité, ça va plus vite qu'un algo plus classique. Algo plus classique que j'ai fait. Keep it simple, stupid, j'ai des fréquences à gauche, j'ai des fréquences à droite. Si elles se ressemblent à peu près, je rajoute plus 1 sur le score de la chanson. Je ne pensais pas que ça allait marcher, ça a marché. Donc là, typiquement, sur la gauche, je m'intéresse à une colonne de fréquences. Donc rappelez-vous, j'ai 6 bandes, donc forcément, j'ai 6 points. Donc de 95, 250, 524, 650, 800, 1200. Et sur la droite, donc sur mon son samplé, sur le son de 10 secondes que j'ai enregistré, j'ai
une bande de fréquence qui dit 100, 257, 520, 655. Donc je mets un peu de fuzzy, bien sûr, parce qu'on est dans la vraie vie, forcément, d'un enregistrement à l'autre, je vais pas récupérer exactement les mêmes fréquences. Donc mon fuzzy doit être à plus 10, moins 10. Et bah, si j'ai ça à gauche, ça à droite, bah, je me dis, bah, ouais, c'est la même chose. Je rajoute plus 1 au score de la chanson. Donc ça fait la moitié du taf. Pourquoi? Parce que Shazam, eux, ils utilisent ce truc de delta temporel pour une raison aussi, c'est qu'il y a une étape quand même de cohérence à avoir dans le temps. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire que le son apparaît sur la gauche, un groupe de fréquences apparaît sur la gauche, un groupe de fréquences apparaît sur la droite, ah bah c'est la même chanson. Parce que typiquement, si on pense juste à des remixes ou à des samples, il y a plein de chansons d'hip-hop, machin, où c'est du sample. Le sample dans une chanson, il est au début. Quelqu'un d'autre utilise le même sample à la fin du son. Mon algo, il va dire, ah bah c'est sur la gauche et sur la droite, ah bah plus simple pour les deux. Alors que pas vraiment, c'est juste qu'ils utilisent les mêmes fréquences, pas aux mêmes endroits. L'étape de cohérence de temps, elle est super importante. Donc, c'est pas juste le nombre de fois que ça match qu'il faut aussi voir si ça correspond en termes de temps. Et en fait, comment est-ce que je fais ça? C'est que du coup, moi, à côté de ça, je stocke le delta temporel, dans le sens où si moi, dans mon enregistrement, donc je suis posé 5 secondes dans mon canapé, rappelez-vous, j'ai 3 blocs de fréquences, et j'ai 2 chansons dans ma base de données, et je ne sais pas c'est laquelle. Bah, sur la droite, je vais voir, ah bah, la fréquence, elle apparaît, très bien, plus 1. La fréquence, elle apparaît, plus 2. La fréquence, elle apparaît, plus 3. Donc, elle a un score de 3, la chanson B. Alors que la chanson A, pareil aussi, 1, 2, 3. Les deux ont un score de 3, alors que c'est évidemment la chanson A parce que les fréquences apparaissent dans le même ordre, avec le même delta temporel, alors que là, c'est juste une coïncidence. C'est juste que bah, là, ils avaient les mêmes notes, là, ils avaient les mêmes notes, là, ils avaient les mêmes notes. Donc c'est un remix, un mec qui a samplé le truc ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est pas la chanson B, c'est probablement plus la chanson A. Donc moi, dans mon algo, je gère ça avec de la soustraction par rapport à où est-ce que j'ai trouvé le truc pour savoir si ça correspond bien en termes de delta temporel. Et du coup, je donne une prépondérance plus élevée sur celui ou laquelle, enfin, la chanson sur laquelle où ça se retrouve dans le même ordre. Ok. Enfin du code. Désolé. Je vais vous montrer déjà ma BDD de son. Donc moi, j'ai une vingtaine de sons. Hop là, regardez. Donc du bon son, évidemment. Coolio, Burna Boy, Dave, plein de bons trucs. Et je vous en montrer un, puisqu'il est formaté. Louis Armstrong, La vie en rose. Alors, j'ai stocké les fichiers en JSON. Spoiler, c'est une mauvaise idée. C'était pas ouf. C'était pas ouf. C'était le truc de ouais, je l'ai fait, ça marche. Je vais revenir le changer plus tard. Je suis pas revenu le changer plus tard. Et ce qui est intéressant ici, c'est, regardez, je dis que à la seconde 009, donc dans ma chanson de donc la vie en rose, il y a ces blocs de fréquences là qui apparaissent. Donc 3, 118, 226, 441. Et en plus, moi j'ai utilisé la frequency resolution 6 band, je vais vous en parler juste après. Et donc si j'avance, juste après, j'ai un autre groupe de fréquences qui est 009 secondes plus tard, donc on a 0,18. Et au niveau de fréquence, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si je descends tout en bas, normalement, le son il va faire quelques minutes, 205 secondes, ça correspond, celle-là plutôt, 205 secondes, ça correspond à la fin de ma chanson. Donc la dernière seconde, enfin les derniers bouts, le dernier chunk, ça correspond à 3, 118, 226, 441. Pourquoi 6 bands? Parce que, là, je vais vous montrer du code. Ah oui, autre truc, j'ai fait ça en TypeScript. Spoiler, vous le savez maintenant, mauvaise idée. Moi, je suis développeur TypeScript, donc j'ai dit que j'allais faire ça en TypeScript pour poker le truc. Ouais, juste faire marcher ça, après je vais le faire en Rust. Je ne l'ai jamais fait en Rust. Mais c'est au fond de ma tête, il faut que je le fasse. Hop là, Frequency Bands, 6 bands. Frequency Bands, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est mes zones un peu arbitraires. Moi, je l'ai fait en reverse engineerant pour essayer de trouver le truc qui marchait le mieux pour mon algo et pour mon truc. Mais en vrai, on pourrait faire n'importe quoi. Pourquoi 6? On pourrait en faire 5, on pourrait en faire 4. Et pourquoi de 0 à 113? Pourquoi pas de 0 à 200, de 200 à 500? Donc moi, c'est clairement rétro-engineeré, donc il n'y a pas énormément de sens, mais j'ai testé plein de trucs. J'ai testé Earbands, qui est un peu plus que les scientifiques utilisent pour vraiment les oreilles humaines. En académie scientifique, on parle plus de sub-bass pour les fréquences 20 à 60, 60 à 250 et ainsi de suite. Et Brilliance pour tout ce qui est au-dessus. Ça marchait clairement pas celui-là. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé. 5 bands, ça marchait, mais j'ai eu de meilleurs résultats avec celle avec 6. La 4 aussi, ça marchait, mais de meilleurs résultats avec la 6. Et j'ai testé 2-3 trucs aussi, mais si j'en parle pas, c'est que c'était pas ouf. Donc 6 bands, les 6 qui ont été rétro-ingénérés. Le code à quoi il ressemble, en vrai, c'est
pas super compliqué. Faites pas attention, il y a des tout doux, il y a des commentaires, il y a des console logs, voilà. Mais ça marche. Ce qu'on fait, c'est que j'enregistre sur mon Mac, du coup, 10 secondes. La config, c'est quoi? J'enregistre toujours à 4400. Ça, c'est super important parce que toute cette logique de transformer de Fourier, elle marche si les signaux que je compare, les signaux que j'utilise, ils sont tous samplés de la même manière. S'ils ne sont pas samplés de la même manière, il y a tout qui se décale, il n'y a rien qui marche. J'enregistre 10 secondes. Donc 10 secondes, mon Mac va enregistrer un son. Et après, il va essayer de chercher dans ma base de données à quoi il correspond. Donc super simple, je record dans un fichier qui s'appelle recording.mp3. Je fingerprint ce son-là de 10 secondes. Donc je crée le fichier que vous venez de voir, je vais le créer pour mon recording de 10 secondes. Je récupère ma base de données et après, cette fonction qui n'a clairement pas le bon nom, qui s'appelle log matching data point, en fait, elle fait la comparaison et elle me trouve la bonne réponse. Mais en fait, c'est plus simple si je vous montre. On va faire une petite démo. Et comme je vais être dans le thème, on va passer du Jay-Z et on va voir si mon algo est capable de le reconnaître. Donc pour passer de la musique, je suis venu équiper. J'ai remis une enceinte. Et on va voir si Jay-Z est reconnaissable. Donc PNPM Go, pas GoGo, hop là. Donc là, dès que je lance, ça va enregistrer 10 secondes. Le but, c'est de ne pas prendre le son dès le début, parce que ce serait un peu simple de trouver le début de la chanson et de dire c'est ça. C'est de prendre le son un peu en plein milieu et voir si l'algo peut reconnaître. Hop là. Hop là. J'ai enregistré 10 secondes, on fingerprint et on trouve Otis Jay-Z. Ça marche. Je suis content que ça marche, parce que petit moment noté, ça marche 9 fois sur 10. Donc c'est des bonnes stats, mais de temps en temps, ça peut quand même rater. On peut réessayer avec autre chose. Donc signature, Burna Boy, j'aime bien Burna Boy. Hop là, il faut juste que je retrouve Burna Boy sur Spotify. Hop là. D'habitude, je prends les trucs dans la salle, mais souvent on me donne du métal un peu obscur et je suis en mode ah ouais, ça va peut-être pas marcher. Donc j'ai arrêté de faire ça. On va peut-être tester après. Donc Burna Boy, Last Last. Fort. En plein milieu. Ça fingerprint. Et Burna Boy, Last Last, yes. Ça marche. OK, on va tester un cran plus loin. Je vais essayer de vous montrer comment je rajoute un son à la base de données. Donc, je vais prendre un truc du top hit. Je vais essayer de le... Hop là. Ce que je fais d'habitude, c'est que je vais sur Spotify. Hein, hop là. Top global. Je prends un truc et on va essayer de le sampler en live et de voir si ça marche. Bad Bunny, non, ça ira. Ça ira. Vous avez remarqué, hein, la base, elle est un peu hip-hop, on va rester hip-hop. Ça, j'aime bien. Sprinter, Dave, Central C. Donc, il faut que je récupère le son, déjà. Donc, Dave, Central C, Sprinter. Hop là. Hop là. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère le son de manière totalement légale, évidemment, toujours. Donc, j'ai fait un petit script. Hop. Get audio. Donc, ici, je mets mon lien YouTube. Je vais appeler mon fichier, forcément, c'est Central C Dave Sprinter. -- silent, parce que voilà, on va quand même pas montrer comment je fais tout ça. Je me connecte à iTunes, je mets ma licence, je fais tout ça, j'achète le son de manière officielle, et on le télécharge. Et si je regarde... ah oui, petit détail aussi, au XXIe siècle, encore une fois, les sons, ils sont toujours stéréo, parce qu'on a deux oreilles, gauche-droite. Et moi, tout mon algo fonctionne en mono.
Donc deux options, soit je modifie mon algo pour qu'il fonctionne toujours avec deux signaux, ou bien solution plus simple, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mes deux signaux, donc gauche-droite, et les additionner, parce que c'est plutôt simple pour mélanger deux signaux, c'est juste de l'addition. Donc juste avant de faire tout ça, je vais juste faire un petit convert mono. Donc là, il va prendre tous mes sons de ma base de données, détecter ceux qui ne sont pas en mono, et il va les copier. Donc là, normalement, il n'y en a qu'un seul, c'est celui que je viens d'ajouter. Très bien. Et bah, du coup, il faut lancer le fingerprint, parce que du coup, là, mon son, le fichier MP3, il est bien enregistré, mais le fingerprint, le fichier JSON, il n'est pas montré. Donc, je vais juste lancer le fingerprint, vous allez voir, ça va plutôt rapidement. Donc là, il fingerprint Central C, c'est le seul son qui n'est pas fingerprinté. Et hop, là, il a déjà fingerprinté. Donc là, si je retourne dans mon code, normalement, il y a un nouveau fichier qui a dû apparaître. Il est là. Hop là. Donc, mon fichier a été créé. Et donc là, normalement, c'est dans ma base de données, je suis censé pouvoir le reconnaître. Donc si je fais un pnpm-go et que je reprends mon outil, hop là, et que je cherche, en ce moment d'avoir accès à Internet, parce que ce son, il n'est pas téléchargé en local. Ah si, parfait. Pareil, pas dès le début, ce serait un peu nul. My whip could have been in a Tokyo drift car it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. With bay through thick and thin, she already... On croise les doigts. Central C, Dave Sprinter, yes. C'est bizarre, iTunes, ils n'ont pas l'album, c'est bizarre ça. Hop là. Donc ça marche. Donc en vrai, moi, je suis à ce niveau-là, quand je fais marcher... Elle est où ma télécommande ? Elle est là. Quand je fais marcher mon algo, en vrai, moi, je suis super content, je suis refait. Qui peut me tester. En vrai, à la fin, quand ça marche, je ne m'en rends pas compte en vrai, et je teste une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, ça marche. Donc qu'est-ce que Shazam fait de plus que moi en vrai ? Ils font plein de trucs de plus que moi. Déjà, le plus évident, c'est qu'ils font du recording et du fingerprinting en même temps. Moi, j'enregistre 10 secondes, puis je travaille sur ces 10 secondes-là. Shazam, c'est quand même 100 fois plus impressionnant. Vous cliquez, en 0,5 secondes, en 1 seconde, il vous le trouve parce qu'il fait les deux en même temps. Deuxième truc qu'ils font sûrement plus que moi, ils font du traitement et du filtre sur les fréquences. Parce qu'encore un truc un peu magique de Shazam que vous devez savoir, c'est vous êtes dans un bar, il y a plein de bruit, il y a des mecs qui boivent, il y a de la bière, il y a des verres qui se cassent, machin. Il y a un petit son en arrière, il le détecte et il vous dit ouais c'est tel, c'est 50 Cent, c'est machin. Donc ça c'est plutôt fort parce qu'ils font plein de traitements de réduction de bruit, de choses dessus. Le choix des fréquences dans les bandes. Typiquement, si je reviens tout derrière, moi ici ce que je fais, c'est que je prends le son de plus forte amplitude dans une zone. Mais en vrai, ce n'est pas forcément super intelligent. Ce n'est pas parce qu'un son est plus fort que c'est une empreinte plus significative de mon son. Ici, on peut faire plein de trucs. Et je sais que Shazam, eux, ce qu'ils font parfois, c'est qu'ils prennent tout le son et ils font des moyennes des amplitudes, des moyennes de quelle partie est forte, quelle partie n'est pas forte. Est-ce que c'est du hip-hop? Est-ce que c'est du jazz? Est-ce que c'est du blues? Quel type de fréquence on prend et quel point dans les fréquences on prend. Donc ça, c'est un full algo à eux tout seuls pour savoir qui est-ce qu'on choisit pour dire ah bah, tu fais partie de l'empreinte. Moi, j'ai juste fait simple and stupid. Si c'est fort, c'est que c'est probablement représentatif. Mais en vrai, dans des bases de milliards et des milliards de sons, ce serait beaucoup plus pertinent de faire des choix plus pertinents. Le tuning de l'algo aussi, les chunk size, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, rappelez-vous, moi, mes chunk size, ils font 4096. Hop là. Où est-ce que c'est déjà? C'est ici, hop là. Hop là, très bien. Donc, il y a un truc où j'ai un peu menti tout à l'heure. Je vous ai dit, la DFT, elle va me dire, il y a 7 fréquences qui apparaissent à cette amplitude-là. Mais en fait, le problème de passer de la transformée de Fourier, à la DFT et de la DFT à la FFT, c'est qu'en fait, on perd de la précision. C'est que pour un sample de 4096, ma résolution de fréquence, c'est-à-dire la précision à laquelle je vais pouvoir dire ces fréquences-là apparaissent de manière forte, elle est de 10,7 Hz. C'est-à-dire qu'il va juste pouvoir me dire les fréquences entre 10,7 et 20,14 apparaissent avec amplitude 20. Et ainsi de suite, de 20,14 à 30, machin, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, la FFT n'a pas énormément de données sur lesquelles travailler, parce que rappelez-vous, la FFT, transformée de Fourier, c'est mathématique, elle fait tourner un truc un peu dans l'infini, et elle essaie d'en tirer des informations. Si je lui donne 4096 samples, elle n'a pas énormément de travail sur lequel elle ne peut pas vraiment travailler énormément dessus. Et donc, je vais fermer ça,
Pour 4096 samples, on a une granularité de 10,7 et on peut détecter les changements toutes les 0,1 seconde parce que nos chunks font 0,1 seconde. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus de samples pour avoir plus de granularité, pour avoir plus de précision. On peut, j'ai testé, si on met 16 000, ma résolution de fréquence elle est 2,7. Donc c'est beaucoup plus précis. Je peux être beaucoup plus précis sur c'est cette fréquence-là qui apparaît de manière forte. Sauf que forcément, mathématiquement, si mes bouts de chunk, mes bouts de sample, ils font 16 000, ils prennent plus de temps. En fait, ils font 0,37 secondes. Et du coup, je suis moins réactif sur les changements dans la musique. Si en 0,37 secondes, il y a un gros beat drop et que ça repart d'un coup, je n'ai pas deux informations pertinentes. J'en ai une seule pour ce bout de 0,37 secondes-là. Donc, on est moins réactif au changement, mais on est plus précis sur quelle fréquence apparaît là-dedans. Donc, forcément, il faut faire un choix. Soit on est réactif dans les changements, donc il y a des beat drops, il y a des solos, il y a plein de machins, et on veut ces informations-là. Ou bien, on va être super précis dans, non, ce n'est pas 10,7, c'est 5,2 par exemple. Et Shazam, probablement qu'ils font un mix des deux en fonction même des sons qu'ils prennent. Donc ce truc-là, ça pourrait être un full algo aussi de tuning. Et un truc aussi qu'ils font, que moi je ne fais pas parce que ça a beaucoup d'impact sur mon algo de comparaison, c'est que moi je prends 4096, puis 4096, puis 4096, puis 4096. Ce qu'on peut faire, une des versions de l'algo, c'est de prendre une fenêtre glissante de 4096 qui glisse comme ça dans le truc. Et en fait, ça booste de fou les empreintes, à quel point les empreintes sont significatives. Français, ouais. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour l'algo de comparaison, sauf que moi, forcément, comme je n'ai pas le leur, ça ne marche pas du tout en fait, avec mon algo bête et méchant de comparer à gauche et à droite. Et le dernier truc qu'ils ont, c'est l'argent d'Apple. Ils ont été rachetés il y a 10 ans. Et moi, je ne travaille pas pour Apple. Je voulais faire un SO à tous ces trucs-là. Industrial Strength Audio Search Algorithm, c'est l'article scientifique que je n'ai toujours pas totalement compris. Desmo, c'était les outils graphiques pour faire les signaux. Triblue One Brown, chaîne que je recommande énormément, c'est la vidéo que vous avez vue. C'est de la vulgarisation scientifique de maths et de physique, ça m'a beaucoup aidé. Roy Van Ryn et Coding Geek, qui sont deux mecs qui ont essayé de faire pareil aussi, un peu différemment, mais du coup j'ai réussi à récupérer un petit peu des bouts de trucs qui m'ont aidé. Donc Roy Van Ryn, il l'a fait en Shazam, et Coding Geek, c'était plus de la vulgarisation. Je m'appelle Mustapha Agak, je travaille pour Zenica, on fait des trucs plutôt cool. Ils m'envoient faire des confs inutiles comme cloner Shazam, donc merci à eux. Je suis développeur full stack, et c'était un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Juste avant, les mathématiciens et les musiciens. J'ai fait 2-3 amalgames, j'ai fait 2-3 approximations. Pardonnez-moi. Il m'a pas pris le bon en plus. Ouais, c'est celui-là, ouais. Bon, merci pour la conf, c'était super, yes. Vraiment. C'est plus une question perso, en fait, ce sujet m'intéresse aussi, mais est-ce que tu as déjà fait de la musique ou des cours d'audio, des trucs comme ça, parce que c'est super bien vulgarisé et ça va super loin, je trouve. Enfin, je suis impressionné. Côté musique, derrière les deux, non. Parce que non, j'ai pas de background musical. J'écoute beaucoup de musique. Et en plus, j'ai beaucoup d'hip-hop, ça me bat beaucoup de musique. Et côté maths, là où en vrai il y a le plus de taf, c'est côté physique, côté maths. Moi, j'ai pas fait d'école d'ingé ou quoi, donc la transformée de Fourier, je la connaissais pas du tout. Et j'étais en mode, ok, ça marche comment ce truc? Et j'ai pris pas mal de temps pour essayer de comprendre ça. Mais du coup, pas de background bravo. musical. Merci. Merci pour la conf, très intéressant. Moi, j'ai une autre question très basique. Est-ce que tu as essayé, en parlant en même temps, en mettant des bruits pour bien voir justement la distinction des fréquences? Ouais, c'est le premier truc que j'ai fait juste après que ça marche. J'étais en mode, ok, on va tester, voir. Je chuchote à côté de mon micro, ça marche plus. Ça se casse la gueule. Je mets du 50 Cent, ça me dit c'est Chiran. J'étais en mode, ok, d'accord, on va mettre du silence, c'est très bien. Okay. Et les silences aussi, d'ailleurs, s'il y a un gros silence en plein milieu de la chanson, il faut que je fasse attention à ça aussi. Déjà, merci pour la conf, c'était vraiment super bien. Et j'ai une question, est-ce que tu sais comment ça marche, à peu près le même truc, mais chez Google qui fait ça, et ça marche pour à peu près tout et n'importe quoi, c'est encore plus bluffant. En mode, même si on memeune une musique, ça marche. J'ai testé, et Dieu sait que je suis pas un très mauvais chanteur. Je teste, hop, ça trouve la vie en rose. C'est super fort. Normalement, ils reposent sur les mêmes principes, sauf qu'ils mettent une gigantesque couche de machine learning, d'IA et de trucs au-dessus. Donc, normalement, ils partagent pas mal des concepts,
mais ouais, avec une sauce 2023 d'IA. Ok, nickel, merci. Mais il n'y a pas beaucoup de ressources sur ça, parce que j'ai beaucoup cherché. Il n'y a pas énormément de ressources sur ça. Et donc, il faut chercher sur des vieux forums obscurs. Ouais, je suis un ex-Googler, machin, voilà. En termes de temps, ouais. Combien ça prend un projet comme ça? On me pose souvent la question. Clairement, 80% du temps, c'est lire le papier scientifique, mais le lire 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et chaque mot que je ne comprends pas, en fait, c'est OK, je retrouve une ressource dessus. La ressource, enfin, ce mot-là que je ne comprends pas, genre le truc que j'ai expliqué, là, le niveau de granularité des fréquences, ce n'est pas vraiment ça, c'est des bins de fréquences qu'on appelle. Et en fait, ce truc-là, c'est un sujet entier en physique. Et donc, il faut que j'aille comprendre ça, Et ça m'a pris 2 mois de lecture, à chaque fois OK, je mets des ressources de côté, je reviens, je relis. Et quand je me suis mis à fond dessus, ça m'a pris 3 semaines, en mode où je codais tous les soirs, 1 heure, 2 heures. Et après, pas mal de tests, où sur mon appli, je suis en mode appli qui fait 220 Hz, et je suis comme ça, 220 Hz, je regarde 220 Hz, je dis OK, ça avance doucement. Et ouais, donc quelques mois, dont beaucoup de lecture et de vulgarisation. Okay. Pas tant de code que ça, en vrai. Oh, quelle classe. Merci pour la présentation. Yes. Donc, nous, on avait effectivement aussi travaillé dans la boîte un projet un peu similaire pour traitement de son, mais un peu plus pour le vocal humain. Ouais. Donc, on a beaucoup manipulé les FFT, tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est très bien ce que vous avez fait, démocratiser tout. Ouais. Donc, ma question, c'est pour savoir un petit peu en termes de donc le choix de critères pour comparaison des caractéristiques de son. Donc, du coup, là, ce que vous avez fait, c'est principalement sur les musiques. Donc, en fait, quand on parle de voix humaine, voire dans un contexte avec beaucoup de bruit, c'est comme vous avez présenté à la fin, donc il y a beaucoup de traitements, de réduction de bruit, qui est vraiment vachement important dans la partie traitement des signaux d'une manière globale. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez utilisé d'autres critères de comparaison? Parce que le plus simple, ça peut être min, max de volume, des genre de choses, pour comparer les performances. Ça fait partie de la liste de trucs à faire. Donc, premier truc, le faire en Rust. Je ne l'ai pas fait encore. Deuxième, c'était essayer de faire un benchmark de toutes les façons différentes de comparer. Donc, jouer avec les bandes de fréquences, jouer avec le choix des amplitudes. Typiquement, là, comme j'ai dit, ce n'est pas super intelligent de prendre le point le plus fort. Typiquement, s'il y a des silences dans les sons, ça fuck un peu tout le truc. Hein. La base de données n'est pas faite de manière totalement débile, je ne vais pas vous mentir. Des longs sons où il y a des interludes, où il y a un mec qui parle en plein milieu, ça fuck un peu le truc. Mais du coup, effectivement, j'aurais voulu pouvoir faire ça pour le talk, mais je ne l'ai pas encore fait. Un benchmark de jouer avec la médiane, prendre la médiane de toutes les amplitudes et prendre le point qui est le pile en plein milieu. Le min-max, c'est ce que j'ai fait. Il y en a plein d'autres. Et en vrai, il y en a plein d'autres, mais je n'ai pas encore testé. Ouais. Mais le but, c'est de le faire. Après l'avoir fait en Rust. Et on est tout bon, je pense. Yes. Bon, bah, je crois que c'est bon. Hein. Okay. Merci à vous.